Faux souvenirs. Une méta-analyse sur l'effet des fausses nouvelles sur la création de faux souvenirs et de fausses croyances. Abstrait. Les fausses nouvelles peuvent affecter les gens de manière négative. Une récente ligne de recherche a démontré que lorsque les gens sont exposés à de fausses nouvelles, ils peuvent se forger de faux souvenirs des événements décrits dans les reportages. Nous avons mené une méta-analyse pour obtenir une estimation du taux moyen de faux souvenirs suscités par les fausses nouvelles. 13 articles ont été inclus dans l'analyse finale, révélant que près de 40% et 60% des participants ont signalé au moins un faux souvenir et une fausse croyance respectivement après l'exposition de fausses nouvelles, tandis que chaque participant se souvenait ou croyait de 22% du nombre total de fausses nouvelles. Nouvelles présentées. Les différences individuelles peuvent affecter le taux de formation de faux souvenirs suite à une exposition à de faux souvenirs. Nous avons donc examiné les effets modérateurs des variables de différence individuelles évaluées dans les études incluses. Les participants ayant de meilleures capacités de raisonnement analytique et un niveau élevé d'intérêt pour le sujet d'actualité étaient les moins susceptibles de signaler de faux souvenirs pour de fausses nouvelles, le niveau d'intérêt étant également un facteur facilitant la mémorisation des vraies nouvelles. Aucun effet n'a été détecté sur les capacités cognitives et les connaissances objectives. Nos résultats fournissent des informations pertinentes et pratiques dans le contexte de la diffusion mondiale de fausses informations et de leur impact sur les croyances et la mémoire des gens. Article. Les fausses nouvelles sont omniprésentes. Bien que la désinformation, c'est-à-dire les informations erronées ou trompeuses, puissent circuler extrêmement rapidement en raison des progrès des technologies sociales et des cascades d'informations à grande échelle, les racines des fausses nouvelles remontent à l'époque précédant la révolution de l'imprimerie, lorsque le bouche-oreille était la principale méthode de transmission des informations. Comme l'a observé Burkhardt, les rumeurs et les déclarations trompeuses existent depuis des siècles et sont régulièrement publiées sous forme imprimée depuis l'émergence des journaux. Par exemple, en 1835, le journal new-yorkais The Sun a publié 6 articles concernant la présence présumée de vie sur la surface lunaire, connue sous le nom de canular de la Grande Lune. Les fausses nouvelles ont été décrites comme des informations fabriquées qui imitent le contenu des médias d'information dans leur forme, mais pas dans leur processus organisationnel ou leur intention. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les croyances des gens et même sur leurs souvenirs concernant certains événements, par exemple les vaccinations et les thérapies possibles contre le virus Covid-19. Dans cette méta-analyse, notre intérêt réside dans l'exploration de l'impact moyen des fausses nouvelles sur la mémoire, notamment leur rôle potentiel dans la génération de faux souvenirs. Plus important encore, nous avons évalué les effets des différences individuelles telles que l'idéologie politique, la pensée analytique, l'expertise sur la création de faux souvenirs suite à l'exposition de fausses nouvelles. De faux souvenirs. Les faux souvenirs consistent à se souvenir d'événements qui ne se sont jamais produits ou à s'en souvenir différemment de la façon dont ils se sont réellement produits. Selon Mazzoni et Kirsch, 2 processus interdépendants mais différents jouent un rôle dans la génération de faux souvenirs, la croyance et le souvenir. Le concept de croyance a été décrit comme la valeur de vérité attribuée à la survenance d'un événement. La remémoration, quant à elle, a été définie comme l'ensemble des caractéristiques perceptuelles et émotionnelles que les gens peuvent percevoir comme rappelant l'expérience originale lorsqu'ils se souviennent d'événements. Il est maintenant établi que croyance et souvenir ne coexistent pas toujours. Les gens croient souvent à la survenue d'événements dont ils n'ont aucun souvenir et ont parfois des souvenirs d'événements dont ils ne croient pas qu'ils se soient réellement produits, c'est-à-dire des souvenirs non crus. Cependant, la plupart du temps, le souvenir d'un événement s'accompagne de la conviction que l'événement s'est réellement produit. C'est aussi souvent le cas du souvenir de fausses expériences. Les faux souvenirs résultant de l'exposition à de fausses nouvelles peuvent être classés comme de faux souvenirs induits par la suggestion, car ils sont suscités par une influence externe mise en œuvre à travers la fausse nouvelle. Plusieurs paradigmes ont été conçus pour susciter de faux souvenirs en laboratoire, par exemple, paradigme de désinformation, conformité de la mémoire, rumeurs, etc. Parmi ces paradigmes, la méthode la plus répandue et la plus influente pour enquêter sur les faux souvenirs induits par la suggestion est le paradigme de la désinformation. Dans ce paradigme, les participants sont exposés à un stimulus initial, par exemple, une vidéo d'un crime simulé. Suite à cette phase d'encodage, des informations erronées leur sont présentées, par exemple, affirmant qu'il y avait des tulipes dans la vidéo alors qu'en réalité, il y avait des roses. La présentation de ces informations erronées aboutit généralement à ce que les participants se souviennent plus tard des informations incorrectes comme ayant été fournies lors de la présentation du stimulus, c'est-à-dire se souvenant faussement d'avoir vu des roses au lieu de tulipes.
Une autre méthode couramment utilisée pour étudier les faux souvenirs est le paradigme de l'implantation de faux souvenirs. Dans ce paradigme, on dit aux participants qu'ils ont vécu certains événements dans leur enfance. L'un de ces événements n'a pas été vécu par les participants mais a en fait été inventé par les expérimentateurs, par exemple, un tour en montgolfière. Les participants sont ensuite invités à rapporter tous les détails dont ils se souviennent concernant les expériences, y compris l'événement non vécu. Les études utilisant cette procédure ont mis en œuvre un large éventail de faux événements, par exemple, se perdre dans un centre commercial, recevoir un lavement rectal, et ont parfois même inclus des photographies falsifiées du faux événement. De manière générale, ces travaux ont révélé que de fausses suggestions peuvent amener un nombre important de participants à se souvenir à tort de l'événement fabriqué. Fausses nouvelles et faux souvenirs. Ces dernières années, l'attention s'est portée sur la manière dont les fausses nouvelles peuvent favoriser la production de faux souvenirs et, dans une moindre mesure, de fausses croyances. Ce travail a été catalysé par une prise de conscience croissante du fait que les fausses nouvelles sont largement partagées dans la vie quotidienne et pourraient être préjudiciables lorsqu'elles concernent des événements majeurs, comme la pandémie de Covid-19. Comme l'ont noté Loftus et Klemfus, la technologie va presque certainement exacerber le problème de la désinformation dans les années à venir. Les recherches sur les fausses nouvelles et les faux souvenirs ont révélé que les participants peuvent croire à des histoires fabriquées et même s'en souvenir lorsqu'on leur présente de fausses nouvelles et des images d'événements mondiaux qui ne se sont jamais produits. Par exemple, dans l'étude de Franda, il a été demandé à 269 participants de déclarer leur orientation politique progressiste, modérée, conservatrice ou sans objet avant de se voir présenter 3 événements politiques vrais et un événement fabriqué, par exemple, Barack Obama serrant la main du président iranien. Chaque fausse nouvelle était accompagnée d'une photographie d'altéré représentant l'événement en question, tandis que les histoires vraies étaient accompagnées d'une photographie inchangée. Après avoir visionné les reportages, les participants ont été invités à attribuer une note à chaque reportage en choisissant l'une des alternatives suivantes. Je me souviens avoir vu ceci. Je ne me souviens pas de l'avoir vu, mais je me souviens que cela s'est produit. Je ne me souviens pas de l'avoir vu, mais je me souviens que cela s'est produit. Je ne me souviens pas, je ne m'en souviens pas, ou j'ai un souvenir différent de la façon dont cela s'est produit. Les 2 premières options ont été classées comme rappelant l'événement. Environ 50% des participants ont rappelé à tort que le faux événement s'était réellement produit. Variables individuelles. Parallèlement à l'intérêt général porté à l'examen de l'effet des fausses nouvelles sur la formation de faux souvenirs, les scientifiques de la mémoire ont également commencé à étudier si certaines variables individuelles, par exemple, la congruence idéologique, le niveau d'intérêt et d'engagement, les connaissances objectives et subjectives, la capacité cognitive, le raisonnement analytique, croyances conspirationnistes, etc., pourraient modérer l'effet de fausse mémoire des fausses nouvelles. Cette ligne de recherche sur l'influence des variables individuelles s'est principalement concentrée sur le phénomène des faux souvenirs, seules quelques études abordant également leur effet sur les fausses croyances. Plusieurs études ont mis en évidence un effet de congruence idéologique, montrant que lorsque des informations ou des événements correspondent aux perspectives politiques ou idéologiques des participants, de faux souvenirs sont significativement plus susceptibles de se produire que lorsque ces informations ne correspondent pas au système de croyance des gens. Par exemple, dans l'étude de Franda mentionnée ci-dessus, les libéraux étaient plus susceptibles de se souvenir du faux événement de George W. Bush en vacances avec une célébrité du baseball au milieu de la catastrophe de l'ouragan Katrina que les conservateurs, qui étaient plus susceptibles de se souvenir à tort de la poignée de main de Barack Obama avec le président iranien. Les auteurs ont proposé que la probabilité de formation de faux souvenirs reposait sur le degré d'adéquation entre les opinions d'une personne sur le personnage qui exécutait l'événement et ses pensées concernant le comportement affiché pendant l'événement. En outre, le type et la qualité de l'exposition antérieure d'une personne à un sujet spécifique peuvent jouer un rôle important pour déterminer si cette personne se souviendra de fausses nouvelles sur ce sujet. Bien que plusieurs études aient étudié l'impact du niveau d'intérêt et d'engagement concernant un sujet donné sur la facilité de créer des souvenirs vrais et faux sur ce sujet spécifique, les résultats sont incohérents. Certaines études ont montré que l'intérêt autodéclaré augmentait la fréquence des faux souvenirs ou des souvenirs vrais et faux liés à un sujet spécifique. Cependant, les résultats de Green et Murphy suggèrent que les sujets ayant un niveau d'engagement plus élevé avec le sujet Covid-19 ont rapporté plus de vrais souvenirs, mais n'ont pas réagi différemment aux fausses nouvelles. De plus, Manjuli en 2022 n'a trouvé aucune relation statistiquement significative entre l'intérêt et la formation de faux souvenirs.
Une autre variable individuelle prise en compte est la connaissance de l'individu sur un sujet particulier. Certaines recherches ont montré que les connaissances évaluées objectivement étaient associées à moins de faux souvenirs mais à plus de vrais souvenirs, ce qui suggère que l'expertise permettait une meilleure discrimination entre les vraies et les fausses nouvelles, alors que d'autres études n'ont pas trouvé cela. De plus, diverses variables cognitives ont été impliquées dans la susceptibilité aux faux souvenirs liés aux fausses nouvelles. Deux variables principales sont la capacité cognitive et le raisonnement analytique, évalués respectivement par le test Wharton et le test de réflexion cognitive. Wharton est un sous-test de vocabulaire de 10 éléments dérivés du test de vocabulaire Wechsler A2 d'intelligence scale, qui sert à mesurer la capacité cognitive. Les participants rencontrent des mots cibles et doivent sélectionner le mot le plus similaire parmi une liste de 5 alternatives. Par exemple, si on leur donne le mot comestible, les participants peuvent choisir la correspondance la plus proche parmi des options telles que de bon augure, éligible, bonne à manger, sagace ou capable de parler. Le test démontre une corrélation robuste avec des évaluations plus larges de l'intelligence générale, ce qui en fait un outil fiable pour évaluer les aptitudes cognitives. Le test de réflexion cognitive évalue le raisonnement analytique à travers des problèmes verbaux conçus pour susciter des réponses intuitives, mais incorrectes, contrastant avec des solutions correctes qui nécessitent une analyse plus lente et plus raisonnée. Un article typique présente le scénario suivant. Une batte et une balle coûtent 1,10 $ au total. La batte coûte 1,00 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? La réponse intuitive, 10 centimes, est incorrecte. La bonne réponse est 500. Le test de réflexion cognitive englobe à la fois des problèmes numériques et non numériques, tels que la détermination du volume de saleté avec des dimensions de 3 pieds de profondeur x 3 pieds de largeur x 3 pieds de longueur, où la bonne réponse est aucun. Ce test est en corrélation avec diverses mesures cognitives, notamment les scores SAT, la réduction des retards et le besoin de cognition, ainsi qu'une gamme d'autres mesures de raisonnement, et sa validité prédictive persiste malgré de multiples expositions. Des niveaux inférieurs de capacité cognitive et de raisonnement analytique mesurés par ces deux instruments ont été associés à une augmentation du signalement de faux souvenirs pour les fausses nouvelles. Ces résultats concordent avec les études reliant le manque de capacité de pensée critique aux souvenirs d'événements fabriqués ainsi qu'avec les recherches liant une capacité cognitive plus faible à une plus forte propension à inclure des informations erronées post-événement dans mes rapports de mémoire de témoins oculaires chez les adultes plus jeunes et plus âgés. Les croyances conspirationnistes sont un autre élément qui semble affecter la création de faux souvenirs suite à l'exposition à de fausses nouvelles. Plus précisément, des recherches menées par Calvillo en 2023 et Manjulis en 2022 ont révélé que les participants plus enclins à la pensée conspirationniste étaient plus susceptibles de rapporter de faux souvenirs pour de fausses nouvelles que ceux qui n'avaient pas de telles convictions. Enfin, certaines études ont montré que les états de peur, d'anxiété et de dépression liés à la contraction de la maladie Covid-19 par une personne ou par celle d'un proche peuvent augmenter le nombre de souvenirs de nouvelles vraies et diminuer les souvenirs de fausses nouvelles. Cadre théorique. La vulnérabilité à la formation de faux souvenirs et de fausses croyances suite à la présentation de fausses nouvelles et l'effet biaisé de certaines variables individuelles sur l'exactitude de la mémoire peuvent être compris à travers une série de cadres de mémoire. Premièrement, le modèle imbriqué stipule que les événements dont une personne se souvient ou croit s'être produits sont généralement caractérisés par un niveau élevé de plausibilité. Cependant, un niveau élevé de plausibilité ne se traduit pas nécessairement par un plus grand souvenir ou une plus grande croyance en un événement. Ces résultats corroborent le récit de Mazzoni et Kirsch sur les mécanismes par lesquels les gens décident si un événement s'est produit. Plus précisément, les auteurs suggèrent que les gens prennent en compte la plausibilité de l'événement et fondent leurs croyances quant à sa survenance sur cette connaissance. Par exemple, les gens croient qu'ils sont nés événements hautement plausibles sans se souvenir de leur naissance. Le cadre de surveillance des sources est un autre modèle important qui peut expliquer comment les fausses nouvelles peuvent favoriser la production de faux souvenirs. Selon ce modèle, deux systèmes cognitifs fonctionnent en tandem pour aider les gens à déterminer l'origine de leur expérience mentale et peuvent aider à différencier les vrais et les faux souvenirs. Autrement dit, les gens évaluent leur expérience mentale en utilisant soit le premier système, qui s'appuie sur des jugements heuristiques, pour déterminer rapidement si les caractéristiques de la mémoire, par exemple, les détails visuels et auditifs sont révélateurs d'un véritable souvenir, soit le deuxième système, qui s'appuie sur des jugements heuristiques, processus délibéré, pour établir la plausibilité du contenu de la mémoire et le comparer aux connaissances actuelles.
De faux souvenirs peuvent survenir à cause du traitement par l'un ou l'autre de ces systèmes, lorsque les gens confondent par erreur des expériences mentales créées en interne avec de vrais souvenirs du passé. Cela peut se produire, par exemple, si des individus sont exposés à de fausses informations provenant des médias. Par conséquent, de faux souvenirs et croyances liées à une fausse nouvelle peuvent apparaître si un lecteur de nouvelles traite initialement le contenu de l'histoire et croit qu'elle est vraie, c'est-à-dire un traitement heuristique, ou s'il évalue la plausibilité de l'histoire en tenant compte de ses expériences personnelles, de ses connaissances. Et les biais, et considérer que cela est probablement vrai, c'est-à-dire un traitement systématique. De tels jugements peuvent amener la personne à utiliser ses connaissances antérieures et ses souvenirs d'événements d'actualité pertinents pour générer un souvenir de l'événement inventé. La théorie des traces floues propose une autre explication de la formation des faux souvenirs. La théorie des traces floues stipule que les souvenirs sont stockés sous deux formes, les traces essentielles et les traces textuelles. Les traces essentielles impliquent la sémantique sous-jacente d'un événement, par exemple, se souvenir d'une personne heurtée par une voiture, tandis que les traces textuelles préservent les caractéristiques de surface exactes d'un événement, par exemple, rappeler qu'une Ferrari 812 a heurté un piéton. Selon cela, les faux souvenirs sont provoqués par la récupération de traces essentielles lorsque les traces textuelles ne sont pas disponibles. Par exemple, si une personne doit décider si elle soutient ou s'oppose à une législation anti-avortement, elle extraira les informations clés concernant l'interruption de grossesse qu'elle a déjà rencontrée, c'est-à-dire l'essentiel, et utilisera ces données pour prendre une décision. Le niveau d'information auquel une personne a accès et ses propres connaissances aideront à déterminer quels éléments sont cruciaux. En conséquence, quelqu'un qui a été confronté à de nombreuses informations inexactes sur l'avortement et qui n'a pas de solides connaissances en la matière peut croire à tort qu'interrompre une grossesse est sans aucun doute un mauvais choix à tous égards. Ainsi, lorsqu'il est confronté à une nouvelle information, par exemple, une fausse nouvelle anti-avortement qui recoupe considérablement son propre contenu, un individu peut se rappeler à tort avoir vu cette information auparavant. En d'autres termes, nous nous attendions à ce qu'une personne ayant été exposée à une grande quantité de désinformation développe un résumé erroné, à travers lequel elle pourrait interpréter à tort les fausses nouvelles comme des événements qui se sont réellement produits, générant ainsi un faux souvenir ou une fausse croyance. La méta-analyse actuelle. Compte tenu de la variabilité entre les études du nombre de souvenirs vrais et faux rappelés par les individus après une exposition à de fausses nouvelles, il est informatif d'estimer l'ampleur moyenne de l'effet de ce phénomène. Cependant, cette incohérence n'est pas la seule ou la principale raison pour mener une méta-analyse. En fait, les méta-analyses jouent un rôle crucial pour expliquer la variation entre les études, également appelée hétérogénéité. En identifiant et en analysant les facteurs qui expliquent cette hétérogénéité, les méta-analyses contribuent à l'évaluation et au développement de la théorie. Notre méta-analyse vise non seulement à calculer une estimation de la taille de l'effet, mais également à examiner la variation de la taille de l'effet entre les études. Cette approche nous permet d'explorer les variables modératrices, les conditions aux limites et la généralisabilité. En évaluant et en modélisant la cohérence des effets, nous obtenons des informations précieuses sur la relation nuancée entre l'exposition aux fausses nouvelles et les faux souvenirs, mettant ainsi en lumière les facteurs qui influencent ce phénomène. De plus, il est crucial de comprendre dans quelles conditions ces effets sont amplifiés ou diminués pour comprendre les implications plus larges de la diffusion de fausses nouvelles. Par exemple, examiner quand ces effets de fausse mémoire sont moindres peut éclairer les stratégies visant à atténuer la propagation de la désinformation. Ces informations sont inestimables pour guider les décideurs politiques et les parties prenantes dans l'élaboration d'approches efficaces pour lutter contre l'impact néfaste des fausses nouvelles sur la société. Essentiellement, notre méta-analyse constitue une approche globale pour intégrer, synthétiser et analyser les résultats de diverses études, visant à résoudre les incohérences, à identifier des modèles et à approfondir notre compréhension de la relation complexe entre les fausses nouvelles, les faux souvenirs et les variables individuelles. L'objectif principal de cette méta-analyse était d'examiner le pourcentage moyen de vrais souvenirs résultant de l'exposition à de vraies nouvelles et de faux souvenirs et croyances découlant de fausses nouvelles. Plus spécifiquement, plutôt que de nous concentrer sur les croyances dans les faits ou sur les connaissances communes, par exemple, croire en Dieu, nous avons centré notre enquête sur la compréhension de l'impact des fausses nouvelles sur les souvenirs et croyances autobiographiques, qui consistent en des souvenirs et des convictions concernant des expériences et des événements personnels, par exemple, rappelant l'attaque des Twin Towers.
Un objectif secondaire était de déterminer si lesquelles caractéristiques individuelles rendent les gens vulnérables au souvenir d'événements qui ne se sont jamais produits à la suite d'une exposition à de fausses nouvelles. Nous avions les hypothèses suivantes. Achant, en s'appuyant sur la littérature scientifique complète sur les fausses croyances et les faux souvenirs, nous avons émis l'hypothèse que l'exposition à de fausses nouvelles pourrait potentiellement provoquer ces phénomènes, avec un taux moyen estimé qui devrait se situer dans une large fourchette, environ entre 15 et 15,000% et 45%. Cette estimation a servi de première exploration de l'ampleur potentielle de l'effet, en reconnaissant la variabilité inhérente au phénomène due à des facteurs modérateurs. H2. Des recherches antérieures ont démontré que diverses différences individuelles, y compris des facteurs cognitifs tels que la capacité cognitive et le raisonnement analytique, ainsi que l'intérêt et les connaissances sur le sujet, peuvent avoir un impact sur la probabilité de formation de faux souvenirs en raison de la désinformation ou de l'exposition à de fausses nouvelles. Par conséquent, nous avons émis l'hypothèse que ces variables individuelles modéraient la relation entre l'exposition aux fausses nouvelles et les faux souvenirs. H3. Nous avons prédit qu'une expertise et ou un niveau élevé d'intérêt pour un sujet particulier serait associé à une plus grande propension à former de faux souvenirs liés à ce sujet. Méthode. Recherche de littérature. Cette méta-analyse a été réalisée à l'aide des lignes directrices sur les éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et les méta-analyses. Un organigramme des éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et les méta-analyses a été utilisé pour représenter la phase de sélection et le processus de sélection des études. Une liste de contrôle des éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et les méta-analyses est disponible sur Open Science Framework. La base de données Open Science Framework a été consultée pour vérifier qu'une étude de même nature n'avait pas déjà été menée ou préenregistrée par d'autres groupes de recherche. Ensuite, une recherche dans la littérature scientifique sur le sujet d'intérêt a été menée. Les bases de données et registres suivants ont été recherchés pour les études éligibles: EBSCO, Google Scholar, PubMed, Scopus et Web of Science. De plus, étant donné que des recherches considérables sont menées sur les fausses nouvelles, il a été décidé d'inspecter également le référentiel de prépublication PSI-Arxiv. La recherche documentaire a débuté le 17 janvier 2023 et s'est poursuivie jusqu'au 28 février 2023. Un filtre de langue anglais a été appliqué à la recherche. Avant de procéder à l'analyse finale, le 7 avril 2023, une deuxième recherche dans la base de données a été effectuée pour découvrir les articles récents potentiels qui avaient été manqués lors de la première recherche. Après une sélection du texte intégral, la section de référence des articles inclus dans la recherche documentaire a été vérifiée pour rechercher d'autres études éligibles. Pour chaque base de données, les registres, les titres, résumés, vedettes matières et mots-clés généraux ont été recherchés sans restriction de temps. Veuillez consulter le matériel supplémentaire S1 pour connaître la stratégie de recherche et les mots-clés utilisés. La méta-analyse actuelle a été préenregistrée sur l'Open Science Framework et les données et documents supplémentaires peuvent être consultés sur le site web. Critères d'inclusion et d'exclusion. Les articles ont été initialement examinés indépendamment via Covidence, logiciel de revue systématique Covidence, Verita Health Innovation, Melbourne, Australie, par les deux premiers auteurs sur la base de la lecture du titre et du résumé. Le coefficient kappa de Cohen a été déterminé pour mesurer la fiabilité interévaluateur du processus de sélection, voire la section résultats. Ensuite, les deux mêmes enquêteurs ont examiné indépendamment les textes intégraux des articles potentiellement éligibles en appliquant les critères d'inclusion et d'exclusion suivants. En cas de désaccord, la décision d'inclusion de l'article était prise par un troisième évaluateur, le sixième auteur. Le processus de sélection et les raisons de l'exclusion des études sont présentés dans l'organigramme des éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et les méta-analyses. Nous avons uniquement pris en compte les études publiées en anglais, publiées dans des revues à comité de lecture, concernant la création de croyances et de souvenirs vrais et faux après exposition à des informations vraies et fausses. Plus précisément, les études ont été incluses si elles répondaient aux critères d'inclusion suivants. 1. Les participants ont été exposés à la fois à de vraies nouvelles et à de fausses nouvelles. B. L'effet d'au moins une variable individuelle, par exemple le raisonnement analytique, la capacité cognitive, la congruence idéologique, le niveau d'intérêt et d'engagement, l'utilisation des médias, les connaissances perçues et objectives, les idées complotistes, la peur, la dépression, l'anxiété, les capacités de raisonnement,
les mécanismes d'adaptation, niveau de confiance, etc. A été évalué les études incluaient comme résultat le nombre de participants ayant formé des souvenirs autobiographiques vrais et faux ou de fausses croyances autobiographiques suite à la présentation de nouvelles vraies et fausses, ainsi que l'influence des variables individuelles éventuellement examinées sur le nombre de souvenirs et de croyances des. Les études ont rapporté suffisamment de données pour effectuer les analyses, par exemple, moyenne, taille des faits, aucun critère d'éligibilité spécifique concernant la population et les méthodologies utilisées pour l'exposition expérimentale n'a été utilisé. Les articles d'opinion, les commentaires, les revues systématiques et les études observationnelles ont été exclus, ainsi que toutes les études, ne correspondant pas à la portée de notre revue par exemple, effet de désinformation dans le contexte de la mémoire des témoins oculaires. Extraction et sélection de données. Une feuille de calcul Excel a été utilisée pour documenter le codage des études récupérées et le processus d'extraction des données. Les caractéristiques d'études suivantes ont été extraites 1. Information générale sur l'étude, référence, pays d'étude, accès libre au statut des données, méthode de recrutement B. Information sur les participants, justification de la taille de l'échantillon, type d'échantillon c'est-à-dire étudiant, turc mécanique, échantillon de commodité, etc. Âge moyenne, écart type, ratio homme-femme, niveau d'éducation, autre information démographique pertinente C. Intervention. Nombre de nouvelles vraies et fausses utilisées, nombre de nouvelles vraies et fausses réellement présentées à chaque participant, format par exemple, texte uniquement ou présence d'autres médias et ordre de présentation, différences individuelles évaluées, raisonnement analytique, capacité cognitive, congruence idéologique, niveau d'intérêt et d'engagement, utilisation des médias, connaissances perçues et objectives, idées complotistes, peur, dépression, anxiété, capacité de raisonnement, mécanisme d'adaptation, niveau de confiance des résultats, nombre et pourcentage de participants ayant de fausses croyances et de faux souvenirs formés suite à une exposition à de fausses nouvelles, nombre et pourcentage de participants ayant de vrais souvenirs formés suite à une exposition à de vraies nouvelles, influence des variables individuelles examinées sur la création de fausses croyances et de vrais faux souvenirs, résultat de régression linéaire ou logistique. Coordonnées de l'auteur correspondant pour demander les informations manquantes. Pour les articles comprenant plusieurs études, chaque étude a été extraite séparément. De plus, des informations brutes sur chaque participant ont été extraites de chaque ensemble de données d'études. Plus précisément, nous avons extrait le nombre de croyances et de souvenirs vrais et faux mémorisés ainsi que le score au test utilisé pour mesurer des variables individuelles, par exemple, le test de réflexion cognitive. Les données d'études et les informations non disponibles en libre accès ont été demandées en contactant le ou les auteurs correspondants, avec un rappel envoyé 2 semaines plus tard en cas d'absence de réponse. Les données étaient notées comme indisponibles si aucune réponse n'avait été reçue après 2 rappels. Analyse statistique. Comme la plupart des ensembles de données des études étaient accessibles sur Open Science Framework, nous avons choisi d'effectuer une méta-analyse à effet aléatoire sur les données au niveau du groupe en réévaluant les résultats de chaque étude, plutôt que de nous fier à des statistiques récapitulatives. Cette décision nous a permis d'aller au-delà du recours uniquement aux données récapitulatives globales de chaque étude et d'extraire des informations pertinentes de chaque participant inclus dans les ensembles de données. Le modèle de méta-analyse à effet aléatoire suppose que l'ampleur réelle de l'effet varie d'une étude à l'autre, intégrant à la fois l'erreur d'échantillonnage au sein des études et l'hétérogénéité entre les études. Ce modèle suppose l'indépendance entre les tailles d'effets et estime la taille moyenne de l'effet tout en tenant compte de la variabilité. Des analyses ont été menées sur le nombre de participants ayant créé au moins une fausse croyance pour les études qui rapportaient également de fausses croyances et ou un souvenir vrai ou faux sur la nouvelle vraie ou fausse présentée. Nous avons utilisé le logiciel statisticaire, en particulier le package métaphore. L'utilisation de pourcentages et de proportions comme taille d'effet n'est pas sans précédent dans le domaine de la recherche sur la mémoire. Des études antérieures, telles que la méga-analyse menée par Scoboria sur les études d'implantation de mémoire, ont utilisé des données récapitulatives pour estimer la prévalence de différents types de rapports de mémoire à travers des procédures expérimentales très différentes. Dans notre méta-analyse, nous avons adopté une approche similaire à celle de Scoboria pour intégrer les résultats d'études avec différents modèles expérimentaux. Plus précisément, bien qu'il existe des différences inhérentes entre les études en termes d'événements spécifiques présentés, les procédures expérimentales
et de notation globale reste relativement cohérente. Dans l'ensemble, l'utilisation de pourcentages donne un aperçu simple de la prévalence d'un événement. De plus, nous avons évalué les effets de variables individuelles sur la production de souvenirs en incluant les différences individuelles comme modérateurs dans une méta-analyse multivariée, récupérant les données des participants individuels dans chaque étude. Le modèle de méta-analyse multivariée à effet aléatoire développe le modèle à effet aléatoire en prenant en compte plusieurs résultats ou tailles d'effets corrélés au sein des études. Ce modèle prend en compte la structure de covariance entre les tailles d'effets, permettant d'estimer les tailles globales d'effets pour chaque résultat. Une enquête concernant l'influence de variables individuelles a été réalisée si la caractéristique avait été évaluée par au moins 3 études. Ce critère excluait la possibilité d'effectuer des analyses modératrices concernant l'influence de variables individuelles sur l'émergence de fausses croyances. Nous avons rapporté des intervalles de confiance à 95%, qui indiquent si les tailles d'effets étaient statistiquement significatives. L'intervalle de confiance à 95% n'inclut pas 0 et leur variation. Nous avons utilisé des graphiques forestiers pour représenter visuellement la variabilité des tailles d'effets entre et au sein des études. Nous avons également examiné l'impact spécifique d'études individuelles sur la taille moyenne de l'effet à l'aide de diagrammes de Bojar et de la fonction influence du package métaphore. La fonction influence du package métaphore d'Ampère facilite une analyse d'influence complète pour les méta-analyses, générant des tracés de diagnostic informatifs tels que le tracé de Bojar. Ce graphique, inspiré de la méthodologie décrite par Bojar en 2002, est un outil efficace pour identifier les sources d'hétérogénéité dans les données méta-analytiques. Plus précisément, le tracé de Bojar utilise une approche graphique pour explorer l'hétérogénéité, décrivant la contribution de chaque étude à la statistique globale du test Q pour l'hétérogénéité sur l'axe horizontal. Simultanément, il illustre l'influence de chaque étude sur l'axe vertical, fournissant une représentation visuelle de l'impact des études individuelles sur la méta-analyse. De plus, nous avons effectué des analyses d'hétérogénéité statistique pour examiner la variation globale entre les études. Pour ce faire, nous avons utilisé le package métaphore dans l'environnement logiciel statisticaire pour calculer taux de I2 entre I au sein de l'hétérogénéité des clusters, et la statistique Q avec des intervalles de confiance correspondant à 95%. Toutes les informations sont affichées dans les parcelles forestières. Taux 2 est défini comme la variance des tailles d'effets entre les études. La statistique I2 peut être interprétée sur une échelle de 0 à 100% et des repères statistiques de 25%, 50% et 75% catégorisent respectivement une hétérogénéité faible, moyenne et élevée. La statistique I2 mesure la variation sur une échelle relative et identifie donc si la variance rapportée d'une méta-analyse est une véritable variation entre les études ou une erreur d'échantillonnage. Résultat. La recherche documentaire a donné 427 enregistrements, sans doublons. Après une évaluation approfondie des titres et des résumés sur la base de nos critères d'éligibilité, 33 articles en texte intégral ont été récupérés, et 13 d'entre eux répondaient finalement aux critères d'inclusion de la méta-analyse. La fiabilité interévaluateur pour la sélection des études, calculée avec le coefficient kappa de Cohen, était de 0,94 accords presque parfaits, avec un désaccord pour une seule étude, qui a été résolu par une troisième personne, le sixième auteur. Tous les auteurs correspondants, qui ont été contactés parce que les ensembles de données des études n'étaient pas en libre accès, ont fourni les ensembles de données de leur étude après un maximum de 2 rappels, à l'exception d'un auteur, ce qui a conduit à l'exclusion de l'article concerné de la méta-analyse. Dans l'ensemble, nous avons récupéré suffisamment de données provenant de 12 études, dont 15 tailles d'effets ont été extraites. Caractéristiques des études incluses. Les études incluses dans cette méta-analyse ont étudié le nombre de participants qui ont formé au moins un souvenir faux ou vrai ou une fausse croyance suite à une exposition à des nouvelles fausses ou vraies. Les participants à l'étude étaient à la fois des étudiants et des membres de la population générale de différents pays et ont été recrutés via diverses méthodes, notamment les réseaux sociaux et les listes de diffusion prolifiques, Amazon Mechanical Turk et les sites d'information. Toutes les études, sauf une NU003D91, incluait plus de 100 répondants, avec des valeurs allant de 161 à 3746. Alors que tous les journaux ont examiné le nombre de souvenirs vrais et faux créés après avoir visionné des informations fausses et vraies, seuls 4 ont enquêté sur le nombre de personnes ayant de fausses croyances liées aux documents présentés. De plus, alors que chacune des études évaluait l'influence d'une ou plusieurs variables individuelles, par exemple, congruence idéologique, niveau d'intérêt et ou d'engagement, raisonnement analytique,
connaissances objectives, etc. Sur le nombre de souvenirs vrais et faux rapportés, aucune des études n'a évalué l'effet modérateur de variables individuelles sur l'émergence de fausses croyances. Concernant les variables spécifiques, bien que plus de la moitié des études aient étudié l'effet de la congruence idéologique sur le nombre de faux et de vrais souvenirs râpés suite à l'exposition à de fausses nouvelles, aucune analyse statistique n'a été réalisée sur ces données. La raison derrière cela est que chaque étude a examiné différentes facettes de la congruence idéologique, idéologie politique, opinion sur le féminisme et l'avortement, etc., en utilisant des instruments spécialement conçus pour l'expérience. Par conséquent, les données étaient difficilement comparables entre elles. Voir le tableau 1 pour un résumé des principales caractéristiques des études. Un ensemble de données complet contenant des informations sur les facteurs spécifiques étudiés par chaque étude est disponible sur Open Science Framework. Faux souvenirs H1. Le modèle de méta-analyse à effet aléatoire sur les données au niveau du groupe a montré que 40,49% intervalle de confiance à 95%, 31,44%, 49,54%, 95% IP 4,60%, 76,37% des participants 5805 sur 14 443 ont signalé au moins un faux souvenir. Un niveau élevé d'hétérogénéité a également été révélé, puisque les valeurs d'hétérogénéité étaient O2 égale à 0,03, C égale à 0,01, I2 égale à 99,28%, le Q de Cochrane F égale à 14 est égal à 1758,25, P inférieur à 0,001. Aucune taille d'effet n'a été identifiée comme influent par l'analyse visuelle du tracé de Boja et l'influence de résultats voir le scriptaire pour les images et plus de détails. Aucun signe d'asymétrie n'a été découvert, ni par inspection visuelle du tracé en entonnoir, ni par la procédure de coupe et de remplissage, aucune étude manquante sur le côté droit, voire le scriptaire pour les visualisations. De plus, le test de régression pour l'asymétrie du tracé en entonnoir n'était pas statistiquement significatif, P est égal à 0,10 pour le tracé en entonnoir, voire le matériel supplémentaire S2. De vrais souvenirs. Le modèle de méta-analyse à effet aléatoire sur les données au niveau du groupe a révélé que 85,94% intervalle de confiance à 95%, 78,84%, 93,04%, 95% IP 57,71, 114,17 des individus, 12 470 sur 14 443 ont déclaré au moins un vrai mémoire. Les valeurs d'hétérogénéité étaient O2 égale à 0,02, C égale à 0,14, I2 égale à 99,66%, le Q de Cochrane F égale à 14 égale à 199,80, P inférieur à 0,001, indiquant un niveau de variabilité significatif. En examinant visuellement le tracé de Boja et les résultats d'influence, l'ampleur de l'effet de l'étude de Keane et Green s'est avérée être une valeur aberrante, voir le scriptaire pour des images et des informations supplémentaires. L'exclusion de cette étude de la méta-analyse et la répétition du calcul ont abouti à un pourcentage de 80,55% intervalle de confiance à 95%, 83,24%, 93,87%, IP à 95%, 68,18%, 108,93%. La procédure de coupe et de remplissage n'a montré aucune preuve d'étude manquante sur le côté droit. Cependant, l'inspection visuelle du tracé en entonnoir et le test de régression pour l'asymétrie du tracé en entonnoir P égale à 0,03 ont fourni certaines indications d'un biais de publication. Fausse croyance. Le modèle de méta-analyse à effet aléatoire sur les données au niveau du groupe a montré que 60,88% intervalle de confiance à 95%, 53,06%, 68,71%, 95% IP 43,58, 78,19, 417 sur 662 ont créé au moins une fausse croyance. Comme dans les cas précédents, un haut niveau d'hétérogénéité a été révélé, avec les valeurs d'hétérogénéité suivantes. Taux 2 est égal à 0,0062, C est égal à 0,01, I2 est égal à 97,64%, Q de Cochrane F est égal à 14 est égal à 85,24%, P inférieur à 0,001. Les deux tailles d'effet de l'étude 2021 de Murphy ont été identifiées comme influentes par l'analyse visuelle du tracé de Boja et influencent le résultat voir le scriptaire pour les images et plus de détails et leur exclusion de la méta-analyse a donné un pourcentage de 58,04%, 95% intervalle de confiance 50,28, 65,81, 95%, pic 42,74,
73,34. Aucun signe d'asymétrie n'a été trouvé lors de l'inspection visuelle du tracé en entonnoir ou tout au long de la procédure de coupe et de remplissage, aucune étude manquante sur le côté droit, voire le scriptaire pour les visualisations. De plus, le test de régression pour l'asymétrie du tracé en entonnoir n'était pas statistiquement significatif, P, U003D0,09, ce qui signifie qu'aucune indication de biais de publication n'a été révélée. Analyse du modérateur. Même si les analyses sur les facteurs modérateurs reposaient sur un nombre limité d'études, il est essentiel de noter que chacune de ces études englobait un bassin important de participants. Par conséquent, le nombre cumulé de participants à ces études a produit des résultats statistiquement robustes et significatifs. Le nombre de participants pour chaque analyse du modérateur est le suivant. Capacité cognitive n est égale à 4,774, raisonnement analytique n est égal à 6,078, connaissance objective n est égale à 5,446 et niveau d'intérêt n est égal à 5,576. Raisonnement analytique H2. Sur les 12 articles inclus dans la présente étude, 5 ont évalué les performances des participants au test de réflexion cognitive afin d'examiner l'influence du raisonnement analytique sur la mémorisation d'actualité. Pour évaluer si le raisonnement analytique avait un impact sur la susceptibilité à créer de faux souvenirs pour de fausses nouvelles ou de vrais souvenirs pour de vraies nouvelles, nous avons inclus le score des participants au test de réflexion cognitive en tant que variable modératrice dans le modèle de méta-analyse multivariée à effet aléatoire sur les données au niveau individuel. Le résultat du test de réflexion cognitive était en effet un modérateur statistiquement significatif pour la création de faux souvenirs, mais pas de vrais souvenirs après avoir été exposés respectivement à de fausses et à de vraies nouvelles. Plus précisément, les individus ayant des scores plus élevés au test de réflexion cognitive étaient moins susceptibles de former de faux souvenirs de fausses nouvelles. Estimation égale à -0,03, C égale à 0,003, intervalle de confiance à 95%, -0,03, -0,02, P inférieur à 0,001, mais ceci l'association était absente lorsque l'on considère les vrais souvenirs comme les vraies nouvelles. L'estimation est égale à -0,002, C est égal à 0,001, intervalle de confiance à 95%, -0,005, 0,002, P est égal à 0,38. Capacité cognitive H2. 3 des études incluses ont examiné si la capacité cognitive, mesurée par le test Wordsum, affectait la propension à former des souvenirs faux ou vrais après une présentation de nouvelles fausses ou vraies. Les résultats des effets aléatoires multivariés ont montré qu'il n'y avait pas d'association significative entre la performance au test et le pourcentage d'individus ayant signalé au moins un faux souvenir, PU003, D0,72, ou un vrai souvenir, PU003, D0,45. Connaissance objective. Les scores obtenus par les participants dans 4 des études inclus sur des tests évaluant leur connaissance sur un sujet particulier ont été inclus comme variable modératrice dans le modèle de méta-analyse à effet aléatoire multivarié sur des données au niveau individuel pour étudier une relation potentielle entre les connaissances sur le sujet en question et la susceptibilité à rappeler des souvenirs faux ou vrais liés à ce sujet. Il n'y avait pas d'association statistiquement significative, PU003 des 0,90 entre la connaissance objective et le pourcentage de participants ayant rapporté au moins un faux souvenir concernant les fausses nouvelles présentées. Il est intéressant de noter que l'analyse des véritables souvenirs des participants montre que les personnes qui connaissaient objectivement un sujet particulier étaient plus susceptibles de se souvenir des informations correctes sur ce sujet. Estimation égale à 0,30, C égale à 0,11, intervalle de confiance à 95%, 0,08, 0,51, P est égal à 0,01. Niveau d'intérêt H3. La dernière variable pertinente susceptible d'influencer les performances de mémoire des participants exposés à des informations fausses et vraies était le niveau d'intérêt pour un sujet spécifique et a été étudié par 5 études. Le niveau d'intérêt des répondants pour chaque étude a été rapporté ou ajusté sur une échelle de Likert de 0 à 10 et ajouté au modèle de méta-analyse multivariée à effet aléatoire sur les données au niveau individuel en tant que modérateur. Le niveau d'intérêt et d'engagement pour un sujet spécifique avait une influence statistiquement significative. Estimation égale à -0,03, C égale à 0,01, intervalle de confiance à 95%, -0,04, -0,02, P inférieur à 0,001 sur la prédisposition des participants à se souvenir d'au moins un sujet. De faux souvenirs après avoir été exposés à de fausses nouvelles.
des niveaux d'intérêt plus élevés pour un sujet étant associés à une plus faible susceptibilité à rapporter de faux souvenirs sur ce sujet. Une association statistiquement significative concernait également les souvenirs réels, où des scores plus élevés sur l'échelle de Likert étaient liés à une plus grande probabilité de se souvenir d'informations orthomtiques sur un sujet particulier. Estimation égale à 0,03. C égale à 0,003, intervalle de confiance à 95%, 0,03, 0,04, P inférieur à 0,0001. Analyse exploratoire. Des analyses exploratoires supplémentaires ont été menées, notamment une analyse de métarégression pour évaluer l'impact du nombre de fausses nouvelles présentées dans chaque étude sur les faux souvenirs. Cela impliquait d'incorporer le nombre de fausses nouvelles comme variable modératrice dans le modèle de méta-analyse. Les résultats ont révélé un effet statistiquement significatif. Estimation égale à 0,05, C égale à 0,02, Z égale à 2,01, intervalle de confiance à 95%, 0,001, 0,096, P égale à 0,04, indiquant que les études comportant plusieurs fausses nouvelles étaient associées à une probabilité plus élevée de les participants se souviennent d'au moins une fausse nouvelle. Cette découverte suggère qu'une exposition accrue à de fausses nouvelles peut augmenter la probabilité de formation de faux souvenirs. Notamment, le nombre de nouvelles vraies présentées n'a pas affecté de manière significative la mémoire des participants P, U003 des 0,80. Ce manque d'influence peut être attribué à la précision déjà élevée de la mémoire des participants quant aux nouvelles vraies 85,94%. Nous avons également effectué des analyses exploratoires pour calculer les taux absolus de nouvelles fausses et vraies mémorisées et crues, fournissant ainsi une compréhension plus nuancée des modèles de mémorisation et de croyances associés à l'exposition à ces événements. À l'aide des feuilles Excel Dataset Individual et Dataset Individual Belief sur Open Science Framework, nous avons calculé le pourcentage global de vraies fausses nouvelles mémorisées croyées par les individus. Notre analyse a révélé que le pourcentage de fausses nouvelles mémorisées était de 22,25%, tandis que le pourcentage de vraies nouvelles mémorisées était de 53,80%. En outre, le taux absolu de fausses nouvelles considérées était de 22%. Il est important de noter que même si le pourcentage de fausses nouvelles dont on se souvient est inférieur à environ 40% des individus se souvenant d'au moins un faux souvenir, il reste un pourcentage substantiel. Compte tenu de l'abondance de fausses nouvelles circulant sur diverses plateformes, se souvenir ou croire d'une fausse nouvelle sur 4 ou 5 indique un impact significatif de l'exposition à la désinformation. Discussion. Récemment, on s'intéresse de plus en plus à la façon dont les fausses nouvelles peuvent déformer la mémoire. Dans la méta-analyse actuelle, notre objectif principal était d'examiner l'impact des fausses nouvelles sur la formation de faux souvenirs. En outre, nous avons étudié si certaines variables individuelles, par exemple, le raisonnement analytique, la capacité cognitive, la connaissance objective amplifiaient ou atténuaient l'effet des fausses nouvelles sur la formation de faux souvenirs. Nous allons maintenant développer nos principaux résultats. Notre première hypothèse était centrée sur le pourcentage de participants influencés par la présentation de fausses nouvelles qui formaient ensuite de faux souvenirs à propos de ces fausses nouvelles. Cette hypothèse a été formulée dans le contexte d'études limitées menées systématiquement sur le sujet d'intérêt. La rareté des recherches antérieures a indiqué une approche plus exploratoire de la formulation de l'hypothèse, visant à fournir une estimation préliminaire du taux de fausse mémoire attendu en réponse à l'exposition de fausses nouvelles. En tant que telle, notre hypothèse a servi de point de départ pour étudier le phénomène, plutôt que d'attentes rigides avec des critères de résultats prédéfinis. Partant de cette hypothèse, notre résultat méta-analytique a montré que le pourcentage principal d'individus ayant créé de faux souvenirs en raison de l'exposition à de fausses informations était de 40,49%. Cependant, des analyses exploratoires ultérieures ont révélé une potentielle inflation de ce chiffre, provenant du fait que les études incluses dans notre méta-analyse ont étudié le pourcentage de participants ayant développé au moins un faux souvenir suite à la présentation de plusieurs événements de fausses nouvelles. En analysant le taux absolu de faux souvenirs par rapport au nombre d'événements de fausses nouvelles présentés, ce pourcentage a diminué à 22,25%. Ce taux ajusté s'aligne plus étroitement sur les résultats de Scoboria en 2017, dont la méga-analyse impliquait des présentations d'événements uniques dans des études d'implantation de mémoire, ce qui a conduit 30,4% des participants à générer de faux souvenirs. Le modèle imbriqué soutient que la mémoire d'un événement implique la croyance en son occurrence, et la croyance implique que l'événement est jugé plausible.
On pourrait donc supposer que le niveau de plausibilité du contenu des fausses nouvelles présentées par les études incluses dans cette méta-analyse était assez similaire à celui des suggestions émises dans les études sur les fausses implantations de mémoire. Il a été démontré que la plausibilité catalyse la formation de faux souvenirs. Étant donné que les fausses nouvelles étaient souvent des variantes subtiles des rapports existants, comme la désinformation concernant la pandémie, ces fausses nouvelles auraient en effet pu être vécues comme des histoires plausibles. Sur cette base, on pourrait affirmer que les individus ont signalé de faux souvenirs suite à une exposition à de fausses nouvelles en raison d'erreurs de surveillance de la source. Concernant l'effet des fausses nouvelles sur les fausses croyances, 60,88% des participants ont déclaré croire en au moins un événement de fausses nouvelles, ce qui est nettement plus élevé que le taux d'acceptation des fausses mémoires, mais tombe également à 22% si l'on considère le pourcentage global d'événements. Chaque participant a cru sur le nombre total d'événements présentés. Les taux de faux souvenirs croyants observés dans les études sur les fausses nouvelles ne peuvent pas être attribués uniquement à la plausibilité perçue de l'histoire des fausses nouvelles. D'autres facteurs, tels que les erreurs de contrôle des sources induites par la présentation simultanée de récits et d'images, peuvent également jouer un rôle important. Bien que les images utilisées dans ces études n'aient pas été fabriquées, mais représentaient plutôt les événements ou les personnages clés impliqués, la littérature existante suggère que présenter aux individus un récit accompagné d'une image de l'événement peut contribuer à la création de faux souvenirs. Sans aucun doute, cela souligne l'interaction complexe entre les signaux verbaux et visuels dans le codage de la mémoire. En termes de mémorisation de vraies nouvelles, les participants ont montré de bonnes performances de mémoire, 85,94% d'entre eux se souvenant d'au moins une vraie nouvelle. Ce pourcentage diminue à 54% si l'on considère les taux absolus de rappel d'événements réels par rapport au nombre total de véritables informations présentées. Dans l'ensemble, les participants ont observé de très bonnes performances de mémorisation des nouvelles véridiques, ce qui est cohérent avec ce que rapportaient des études antérieures. Il est cependant nécessaire d'aborder les preuves de biais de publication observées dans les données concernant le rappel d'actualité vraie. Ce résultat est particulièrement visible dans l'analyse visuelle du tracé en entonnoir, où quelques études sur le côté gauche de la figure se démarquent du reste de l'ensemble de données. Plutôt que de suggérer une sous-représentation des études avec des résultats nuls ou non significatifs, nous postulons que ce biais de publication observé pourrait provenir de variations méthodologiques entre les études, notamment en termes de procédures utilisées. Dans l'étude de Keane et Green, identifiée comme aberrante, les auteurs ont reconnu les limites liées au contexte historique unique, la pandémie de Covid-19 et à la méconnaissance des reportages liés au cancer, qui auraient pu avoir un impact sur la mémorisation des faits réels. Nouvelle. Nous postulons que les preuves de biais de publication sont plus probablement associées à des aspects procéduraux des études plutôt que la présentation sélective de résultats significatifs dans la littérature. Variables individuelles. Bien que nous trouvions informatif de rapporter un taux moyen de faux souvenirs, de vrais souvenirs et de fausses croyances dans les études, il est primordial de reconnaître la variabilité significative du taux de souvenirs appelé en raison de facteurs tels que les différences individuelles et les variables contextuelles. Ainsi, même si nos résultats offrent des informations précieuses sur l'ampleur générale des souvenirs et des croyances suscitées en réponse à des événements d'actualité, il est important de noter que la prévalence spécifique dans une étude donnée peut différer. Des facteurs tels que les caractéristiques des participants par exemple, les traits cognitifs et de personnalité, la conception expérimentale et le matériel de stimulation peuvent tous influencer les taux observés de faux souvenirs. Par conséquent, les chercheurs devraient interpréter nos résultats dans le contexte de cette variabilité, en reconnaissant que les résultats des études individuelles et chaque cas singulier d'exposition à de fausses nouvelles seront façonnés par ces facteurs. Raisonnement analytique. Concernant notre deuxième hypothèse, les scores des participants au test de réflexion cognitive étaient un modérateur statistiquement significatif pour la création de faux souvenirs suite à une exposition à de fausses nouvelles. Des performances élevées au test étaient corrélées à une plus faible sensibilité aux faux souvenirs, bien que l'effet soit plutôt faible. Ce résultat suggère que les personnes possédant des capacités de raisonnement analytique efficaces peuvent posséder un facteur de protection contre la création de faux souvenirs concernant des informations fabriquées. Il est important de noter que même si une diminution des faux souvenirs a été observée chez les sujets ayant obtenu des scores plus élevés au test de réflexion cognitive, cette performance ne s'est pas traduite par un rappel élevé d'histoires vraies. Compte tenu de l'absence d'analyse statistique concernant l'influence de la congruence idéologique sur la mémorisation,
notre capacité à nous positionner fermement dans le débat en cours entre deux théories concurrentes expliquant le phénomène de croyance aux fausses nouvelles est quelque peu limitée. D'un côté du débat se trouve la théorie du raisonnement motivé, affirmant que les biais cognitifs prédisposent les individus à croire de fausses déclarations qui correspondent à leurs convictions idéologiques. De l'autre côté, Penn et Cook errant défendent le raisonnement classique de la désinformation, arguant que la véracité perçue des fausses nouvelles est principalement attribuable aux échecs du raisonnement analytique. De leur point de vue, les individus ne succombent pas nécessairement aux préjugés, mais peuvent plutôt avoir tendance à négliger l'évaluation critique, que ce soit en raison de la paresse ou de l'imitation cognitive. En attendant des données supplémentaires permettant de tirer une conclusion éclairée, notre position dans ce discours gravite vers un terrain d'entente. Nous proposons que ces perspectives ne soient pas nécessairement mutuellement exclusives. Au lieu de cela, il peut y avoir une influence bidirectionnelle entre le raisonnement motivé et la capacité cognitive. Plus précisément, le raisonnement motivé peut amplifier la susceptibilité aux préjugés, en particulier chez les individus ayant des ressources cognitives limitées. À l'inverse, une capacité cognitive élevée peut servir de facteur de protection contre les distorsions cognitives et permettre une analyse plus précise du contenu de l'actualité auquel les individus sont exposés. Capacité cognitive. Contrairement au raisonnement analytique, la capacité cognitive n'est pas apparue comme un modérateur influençant de manière significative la mémorisation de nouvelles fausses ou authentiques. Plus précisément, parmi les études analysées, seul Green en 2021 a démontré une baisse directe de la susceptibilité aux fausses nouvelles parmi les participants ayant des scores Wordssum élevés, tandis que Manjuli et Murphy ont trouvé une association intéressante entre de faibles niveaux de capacité cognitive et un effet accru de congruence idéologique sur les fausses nouvelles. Un rappel d'actualité qui nous ramène au lien potentiel entre la capacité cognitive et le raisonnement motivé suggéré plus tôt. Curieusement, ces résultats semblent en contradiction avec les lignes de recherche qui ont précédemment mis en évidence la capacité cognitive comme un facteur essentiel dans la vulnérabilité des témoins oculaires à la désinformation. Une autre explication possible de cet écart réside dans l'outil d'évaluation lui-même. Bien que Wordssum, couramment utilisé pour évaluer les capacités cognitives, démontre une corrélation positive élevée avec le qui à grande échelle, il est essentiel de reconnaître ses limites en tant que mesure basée sur le vocabulaire. Premièrement, Wordssum évalue principalement l'intelligence cristallisée, les connaissances et les compétences qu'une personne a acquises tout au long de sa vie, connaissance verbale, maîtrise de la langue, expertise dans des domaines spécifiques, etc. Plutôt que l'intelligence fluide, qui concerne la pensée logique, la résolution de nouveaux problèmes, et l'adaptabilité. Par conséquent, les résultats des tests pourraient par inadvertance être liés aux mesures de l'éducation et du statut socio-économique. De plus, le fait que le test s'appuie sur la maîtrise du vocabulaire pourrait sous-estimer l'aptitude cognitive des individus, dont les compétences en anglais ne correspondent pas à leur niveau d'intelligence générale, comme les locuteurs d'une langue seconde, même si ce n'était pas le cas pour les études considérées dans cette méta-analyse. Ou des personnes souffrant de troubles du langage ou de troubles d'apprentissage, comme la dyslexie. Connaissance objective et niveau d'intérêt. Contrairement aux preuves antérieures indiquant qu'un niveau d'intérêt, une plus grande connaissance du sujet et ou une plus grande expertise pourrait potentiellement améliorer les faux souvenirs, notre méta-analyse a fourni des résultats plus nuancés. Nos résultats illustrent que la connaissance objective sur un sujet spécifique contribuera à augmenter les performances de la mémoire correcte face aux vraies nouvelles. De même, le niveau d'intérêt et d'engagement manifesté par les participants a entraîné une augmentation significative de la mémorisation des vraies nouvelles. Curieusement, comparé à la connaissance objective, le niveau d'intérêt s'est également révélé être un facteur de protection contre l'émergence de faux souvenirs liés aux fausses nouvelles. S'appuyant sur une perspective de surveillance des sources, ces résultats suggèrent qu'un schéma plus développé découlant de connaissances élevées ou d'un engagement fréquent sur un sujet génère un réseau de traces mnésiques entrelacées. Ce réseau peut être déclenché par une histoire, nouvelle, mais connexe, évoquant un sentiment de familiarité et conduisant à la construction ultérieure d'un souvenir de l'événement. Bien que ce phénomène puisse en effet déclencher la formation de faux souvenirs, nos résultats suggèrent qu'un tel réseau améliore la capacité des individus à différencier les vrais et les faux souvenirs d'une actualité. Limites et orientations futures. Certaines mises en garde concernant les travaux en cours doivent être levées. Premièrement, un niveau prononcé d'hétérogénéité était évident dans les résultats des études. Cette observation pourrait provenir d'une multitude de facteurs,
notamment les diverses méthodologies utilisées dans les études, les variations dans les méthodes d'échantillonnage produisant des échantillons de référence différents, les fluctuations dans la conception, le sujet et la présentation des informations, ainsi que les influences potentielles de facteurs contextuels. Deuxièmement, et plus importante encore, la présente méta-analyse n'a examiné que 4 des nombreuses différences individuelles qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la mémorisation des fausses et des vraies nouvelles. La raison de cette élection réside dans le fait que ces caractéristiques individuelles ont été mesurées par chaque étude à l'aide d'instruments différents, souvent non standardisés ou créés spécifiquement pour l'expérience en question, rendant la comparaison par analyse statistique peu pratique ou extrêmement complexe. Troisièmement, il convient de noter que seule une partie limitée des recherches disponibles a exploré l'effet de la présentation de fausses nouvelles et sur la formation de fausses croyances. 4 études sur 13, même si la présence de fausses croyances peut suffire à influencer le comportement des gens. De plus, l'absence totale d'études examinant l'influence de variables individuelles dans la relation entre fausses nouvelles et fausses croyances a exclu la possibilité de mener une analyse modératrice. Enfin, il est essentiel de noter que si certaines études incluses dans cette méta-analyse garantissaient que les fausses nouvelles présentées aux participants étaient entièrement nouvelles, d'autres n'ont pas explicitement vérifié cet aspect. Par conséquent, l'expression faux souvenir pour fausse nouvelle ne reflète peut-être pas universellement des souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits, mais plutôt des souvenirs de désinformations rencontrées précédemment. Cette ambiguïté potentielle souligne la nécessité, pour les recherches futures, d'examiner attentivement la nouveauté des fausses nouvelles lorsqu'elles examinent les effets de mémoire dans ce contexte. Pour remédier à ces limites, il serait utile de mener d'autres études dans lesquelles les variables individuelles d'intérêt sont mesurées à l'aide d'instruments ou d'outils standardisés adoptés par la communauté scientifique. Cette ligne de conduite promet de faciliter les évaluations ultérieures de leur impact global sur la mémoire et la croyance dans les nouvelles fausses et vraies. De plus, une piste d'exploration intéressante réside dans l'étude des influences modératrices potentielles d'autres variables, telles que la suggestibilité et la méfiance en matière de mémoire, quantifiées à l'aide d'outils tels que l'échelle de suggestibilité de Gudjonsson. Conclusion. Cette méta-analyse a clairement montré que les fausses nouvelles peuvent contaminer considérablement la mémoire, près de la moitié des participants formant de faux souvenirs pour les fausses nouvelles. Bien que cette étude se concentre principalement sur le domaine de la psychologie, nous pensons que nos résultats ont également des implications significatives pour le domaine des études sur les médias et la communication. En analysant comment l'exposition aux fausses nouvelles, un phénomène répandu dans le paysage médiatique contemporain, influence la mémoire et la formation des croyances, nous établissons un pont conversationnel entre la psychologie cognitive et le domaine des études sur les médias. De plus, en identifiant les facteurs individuels susceptibles d'atténuer ou d'exacerber la susceptibilité aux faux souvenirs, notre recherche soutient un éventuel développement d'interventions visant à faciliter le discernement dans la consommation des médias. Les implications sont donc considérables et ont une signification pratique globale dans le contexte de l'environnement riche en informations d'aujourd'hui. Dans un monde où la désinformation peut avoir des conséquences désastreuses, depuis les décisions de santé publique jusqu'aux choix politiques, notre méta-analyse souligne l'importance de la recherche empirique pour orienter les stratégies visant à contrer l'impact des fausses nouvelles sur la mémoire et les croyances. En abordant les limites identifiées et en adoptant de futures lignes de recherche, nous pouvons faire progresser notre compréhension et renforcer les défenses de la société contre l'influence omniprésente de la désinformation. Remarque 1. Nous avons mené des analyses exploratoires supplémentaires qui ne constituent pas l'objet principal de cet article. Plus précisément, grâce à l'utilisation de données au niveau du groupe, nous avons évalué la présence d'une éventuelle dépendance aux données liées aux études menées par le même premier auteur et aux études avec détails d'effets multiples en réalisant un modèle de méta-analyse à 3 niveaux. Il s'agit d'un modèle méta-analytique standard qui a été étendu pour gérer les tailles d'effets imbriqués, dans lequel le niveau 1 représente un modèle à effet aléatoire, tandis que les niveaux 2 et 3 représentent des variances d'hétérogénéité. Tous les documents pertinents concernant ces analyses scriptaires, tableaux et figures sont disponibles sur le site web de l'Open Science Framework. 2. Concernant l'exclusion d'un ensemble de données après plusieurs rappels à l'auteur correspondant, nous fournissons plus de détails sur le processus entrepris. Initialement, un e-mail a été envoyé à l'auteur correspondant pour demander l'ensemble de données de son étude. Suite à cela, un rappel a été envoyé 2 semaines plus tard, sans réponse. Après avoir pris connaissance du rappel, l'auteur a exprimé son intention de rechercher les données.
Par la suite, un autre rappel a été envoyé en raison du manque de mise à jour reçue. Finalement, après que l'auteur a fait part de son incapacité à récupérer l'ensemble de données, l'article a été exclu de l'analyse. 3. Nous exprimons notre sincère gratitude aux évaluateurs pour leur suggestion perspicace de mener des analyses exploratoires basées sur le nombre de fausses nouvelles présentées dans chaque étude et sur les taux absolus de nouvelles mémorisées croyées vraies-fausses. Déclaration de disponibilité des données. Les données, qui étayent les conclusions de cette étude, sont librement disponibles dans Open Science Framework. Déclaration de financement. Ce travail n'a reçu aucune subvention spécifique d'un organisme de financement, du secteur commercial ou à but non lucratif. Des intérêts concurrents. Aucun.